mec, mais t'es sérieux? Dédicace à tous les Marseillais qui nous écoutent. Des potes me disent, chiche de participer à un concours d'éloquence avec ton bégaiement. Et comme quoi aussi, on découvre des rôles modèles là où parfois on a envie de les invisibiliser. J'ai préféré qu'on discute ensemble pour que je leur explique vraiment ce qu'est le handicap. Et c'est une bonne chose pour la cause. Chère Mouna, bienvenue dans Prends ta place. En 2019, avec une amie, tu crées le premier concours d'éloquence pour les personnes bègues. Tu l'as appelé l'éloquence du bégaiement. Tu es cofondateur et président maintenant de l'éloquence de la différence. Le nom a un peu évolué. C'est le grand rendez-vous des personnes qui ont des différences, parfois des troubles de la parole, du langage, mais pas que. Bref, tu te bats pour une société plus inclusive. Est-ce que tu es prêt à jouer? Je suis prêt à jouer. Merci de m'accueillir, Anthony. Merci à toi. Allez, c'est parti. Tu peux lancer les dés. Direct, l'homme commence par prends un stop. Accès au monde du travail. Qu'est-ce qui bloque encore les personnes en situation de handicap visible ou invisible d'après toi? C'est les préjugés. Alors, à la fois des employeurs qui veulent bien faire, mais qui ne savent pas forcément comment s'y prendre parce qu'il y a beaucoup de stigmas autour du handicap, mais aussi que les personnes en situation de handicap ont envers elles-mêmes. C'est-à-dire que souvent, on a peur d'être trop ambitieux ou on a peur de s'affirmer parce qu'on est trop différent, en tout cas parce qu'on se considère trop différent. L'autocensure, entre guillemets. L'autocensure, ouais. Et tu disais aussi que toi, pourtant, tu as eu un des diplômes les plus sélectifs. Tu as eu un master à Dauphine. Tu dis souvent que c'est un des masters en finance les plus recherchés dans le monde du travail. Et a priori, tu as galéré à trouver ta première expérience pro. Ouais. Comment tu l'expliques? À cause du bégaiement. Même si les employeurs me le disaient pas clairement, quand j'avais des personnes à l'intérieur, ils me disaient que le fond était très bien, mais parce que je bégaye, ils avaient trop peur de prendre le risque. Il y a même une RH qui me l'a dit par mail. Waouh. Donc enfin, il faut rappeler quand même le contexte. C'est-à-dire qu'avec ça, on peut envoyer la personne devant les tribunaux, parce que ça s'appelle de la discrimination. Et en plus, la personne a osé le qualifier. Comment tu l'as pris? Comment tu t'es relevé de ça? C'était assez dur, mais au lieu d'aller au clash, j'ai préféré qu'on discute ensemble pour que je leur explique vraiment ce qu'est le handicap et comment est-ce qu'on peut évoluer ensemble. Mais c'était vraiment très, très dur sur le coup. Après, à force de recevoir des discriminations comme celle-ci, on s'y habitue et ça, c'est ce qui me pousse à agir. Tu as finalement trouvé une première expérience professionnelle. C'était où et comment tu as réussi à convaincre cette fois-ci? C'était chez PwC, dans l'équipe Data Science pour le conseil en stratégie. En fait, j'ai juste été moi-même, je pense que j'étais aussi bon sur le fond, mais les personnes ont réussi à voir au-delà du handicap et même ils ont trouvé que c'était une richesse. C'est ce qui a fait la différence. Je pense que c'est vraiment une question de personne. En effet. Et d'éduquer. C'est pour ça qu'on agit tous les deux. Et surtout pour ça. Et surtout pour ça que tu te bats. Vas-y, je te laisse continuer, cher ami. 3. Allez, on va sur du positif. 1, 2, 3, yes. Je regarde si tu triches pas. Grand frère ou grande sœur, j'aimerais que tu me parles d'une personne bègue qui t'inspire beaucoup. Il y a Stanislas Nignac-Chateau de Doctolib qui m'a donné beaucoup de coups de main parce que juste avant que je lance l'éloquence du bégaiement en 2019, je lui avais envoyé un message comme ça pour lui dire bonjour Stanislas, on est tous les deux bègues, j'ai des idées de projet, est-ce que tu es d'accord pour qu'on se rencontre? C'était avant que Doctolib devienne une licorne, du coup il a eu le temps de me répondre. Grâce à lui et sa fondation, maintenant on va lancer un programme pour les enfants qui bégayent. Donc ça nous permet de faire une expérience et pour ensuite pouvoir l'élargir aux enfants qui ont d'autres handicaps. Il y a d'autres raisons pour lesquelles il t'inspire? C'est son côté vachement humain. C'est-à-dire que dès qu'il a eu l'occasion et le temps, il a créé une fondation avec sa femme pour résoudre les problèmes qui lui ont vraiment fait mal. Le harcèlement, la protection de l'enfance et ces sujets-là. Ouais, c'est finalement faire de sa différence aussi un combat et faire en sorte que ceux qui passent après toi aient peut-être moins de galères à s'insérer dans le monde du travail ou à créer une boîte. Ouais. Exactement, et on en avait parlé tous les deux et c'est l'une de nos motivations principales. Oui, complètement, changer les choses. Allez, c'est reparti, je t'en prie, hop. Yes, 5, okay. Le gars accélère. 1, 2, 3, 4, 5, prends-en de la graine, c'est parti. Délire entre potes. Tu es en première année d'école, tu t'inscris au concours d'éloquence.
Tu me racontes? J'étais avec un groupe de potes, on avait un marathon de rentrée. Des potes me disent chiche de participer à un concours d'éloquence avec ton bégaiement. Au début, je dis oui, notamment de par le contexte. Puis après, je réfléchis, je me dis mais mec, mais t'es sérieux? J'étais vraiment pas forcément à l'aise dans ma peau avec mon bégaiement à l'époque, et donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me bouge. Et donc, C'était un peu un pari pour toi, quoi. c'était limite une sorte de continuation de la thérapie, en fait. Comment est-ce que je peux me sentir mieux? Donc, j'y suis allé, j'étais vraiment terrifié. Mais ensuite, vaincre ma peur m'a tellement apporté, ça m'a incité à créer Éloquence du bégaiement quelques années après. Quel souvenir t'as de cette première prise de parole publique? Parce que c'était une première pour toi, non? Ouais, c'était vraiment une première. Ça reste assez flou. Je dirais que c'était pas un déclic sur le moment, mais c'est ce qui a semé la graine et qui a donné un coup de boost. J'avoue que je m'en souviens pas. Je me souviens pas de mon sujet. Je me souviens pas de mon texte. J'ai que des souvenirs assez flous, tellement que j'ai été stressé. Et le fait de me dire, ok, j'ai réussi avec ma peur. Pour une personne qui ne connaît pas le bégaiement, c'est déjà un stress immense de monter sur une scène quand t'es pas habitué à ça. En plus, toi, ce que tu appréhendais, c'était quoi d'avoir des absences, des difficultés? C'était quoi ta plus grande crainte en montant sur cette scène? C'était de pas réussir à finir, qu'on se moque de moi, de pas être compris, d'être ridicule, quoi. Et finalement, c'était tout le contraire. C'est que les gens ont pris ça comme une leçon de courage. Puis après, je parle de cet événement parce que c'est le plus marquant, mais j'en ai vécu plein d'autres. C'est plutôt une question de personnalité. J'ai décidé d'essayer d'être en mode un peu survivor avec mon handicap pour pas qu'on me mette dans des cases. Et j'en avais besoin parce qu'on a souvent essayé de me mettre des barrières, quoi. La prise de parole peut soigner. C'est ça, La finalement. prise de parole peut soigner. Soigner, c'est pas le bon mot. Ou c'est un mot un peu médical. Parce que tu as parlé de thérapie, entre guillemets. Ouais, mais exactement. Mais en fait, ça peut permettre de se sentir mieux tel qu'on est, de s'accepter et de lever les limites. Magnifique, je te laisse poursuivre. 3. 1, 2, 3. Te prends pas la tête. Baguette magique. Tu changes une chose sur la perception du handicap en France, laquelle? Le fait que le handicap est une contrainte, plutôt qu'on se concentre sur les personnes telles qu'elles sont avec des caractéristiques, pour moi, il n'y a pas forcément beaucoup de différence à travailler avec une personne sourde ou une personne marseillaise. Parce qu'il y a la question de l'accent, il y a la question de la culture, mais c'est juste qu'on catégorise le handicap comme quelque chose de grave, du dur à vivre, et juste qu'on accepte le fait qu'on n'a pas forcément choisi d'être Marseillais, quoi. C'est vrai que dédicace à tous les Marseillais qui nous écoutent. Allez, je te laisse poursuivre. Mais ça va bien sur ces changements de perception. 1. Allez, on reprend un stop. Diagnostic du handicap. Est-ce qu'il arrive souvent trop tard? Moi, j'ai plutôt j'ai une expérience d'il y a 20 ans et une expérience un peu plus récente. Quand tu as un certain handicap, il peut arriver tôt, comme les handicaps avec un trouble du développement intellectuel ou les handicaps sensoriels. Mais pour des handicaps qu'on peut appeler cognitifs, comme beaucoup des TND et des troubles 10, vu que c'est invisible et qu'il n'y a pas forcément tout le temps une manifestation visible, parfois ça peut arriver tard, et parfois le temps pour avoir un diagnostic est très long. Trop long. Ouais, là j'ai voulu me faire diagnostiquer TDAH et dyspraxique. J'ai mis 3 mois à trouver une adresse, sachant que certaines associations voulaient me faire payer les contacts. Ensuite, une fois que j'ai trouvé l'adresse, j'ai eu 3 mois pour un premier rendez-vous, ensuite 3 mois, ensuite 3 mois. Et on ne sait pas forcément comment s'y prendre, où s'y prendre, etc. Mais oui, tu as raison. Même pour les personnes qui seraient dans une démarche volontariste, déjà, c'est compliqué. Ça veut dire que si tu n'as même pas le souhait ou même pas perçu que tu avais un handicap invisible, c'est encore plus un parcours du combattant. Ouais, c'est ça. Et vu que c'est invisible, tu as des difficultés au quotidien, mais tu t'en rends pas compte. Oui, c'est ça. Ou alors, c'est les autres qui te le font sentir. Ouais, mais du coup, tu penses que c'est de ta faute. Oui. Alors que parfois, juste, il y a des choses que tu contrôles pas. Allez, cher ami, tu continues. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inspiration. La personnalité inspirante que tu rêverais d'embarquer dans l'éloquence de la différence. Cette année, on accompagne 7 différences
Et en plus, on a une catégorie sans handicap pour inclure tout le monde. Et on accompagne des personnes qui bégayent, des personnes autistes avec trisomie 21, sourdes, signantes, théoralistes, des personnes non-voyantes, des personnes avec autisme et des personnes avec dysarthrie. Donc là, c'est la Très large. différence au Ouais. sens large. Et donc, cette personnalité inspirante que tu rêverais d'avoir? C'est une très très bonne question. Non, mais en vrai, de vrai, pour moi, la personne qui est le plus importante, c'est ma mère, et elle est déjà venue. Sinon, en tant que fan d'entrepreneuriat comme ça, je dirais Steve Jobs, mais c'est un peu cliché, quoi. Bah, déjà, faudrait le ressusciter. Ouais, Bah, il pourrait nous parler de sa longue maladie aussi, hein, ouais, exact. Mais non, je dirais que la personnalité, peut-être le créateur de Pokémon, et qui a lui-même un qui est autiste. TSA, ouais. Mm. Et en fait, il a créé Pokémon en classifiant les insectes. Et comme quoi aussi, on découvre des rôles modèles là où parfois on a envie de les invisibiliser. Mais celui, le fondateur de Pokémon, il y revient de plus en plus. Ouais. Je te laisse poursuivre. Un point. Un harcèlement scolaire. Ton avis sur la question, pourquoi un enfant devient harceleur? Il me semble que tu as vécu du harcèlement scolaire aussi. Ouais, j'ai vécu du harcèlement scolaire. Je dirais que c'est la pression du groupe, un manque d'éducation sur la différence ou sur ce sur quoi on peut se moquer et ce sur quoi on peut ne pas se moquer, et un manque de conscience sur l'impact que ça peut avoir aussi. On a deux dernières questions pour toi, Mona. Allez. Un coup de boost quotidien. C'est le nom de la carte. Ton engagement t'emmène sur l'un des talk shows les plus populaires de France. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment? Deux choses que en étant patient, on peut visibiliser un max notre projet. On a mis 3 mois à le marcher, et on a tenté un gros coup avec notre projet au Grand Rex, et on l'a su 2 jours avant. Et de deux, c'est bien d'avoir de la médiatisation, mais mieux vaut prendre son temps et miser sur un très gros truc que avoir plein de petits trucs, parce que quotidien, ça fait toute la différence par rapport à tous les médias qu'on a eu. On a même eu Envoyé spécial, 7 à 8, etc., etc. Et là, on a ressenti un vrai impact, c'est quotidien. C'est le talk show que tout le monde regarde en France. C'est ça. Et finalement, ça devient le rendez-vous incontournable où on dit « je t'ai vu » dans quotidien. Exactement, ouais. Et c'est une bonne chose pour la cause. Allez, dernière tentative pour toi, cher Mona. Un petit 6. Yes! Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On finit par prends soin de nous, dysgraphie, dyspraxie, bégaiement, TDAH. C'est les 4 singularités qui sont les tiennes. Tu nous expliques? En fait, ce sont tous des troubles neurodéveloppementaux, et aussi avec certains de mes proches, on se pose des questions pour un 5e trouble qui est le TSA, donc l'autisme. En fait, il faut pas forcément isoler ces troubles-là, mais il faut prendre ça un peu comme un tout. C'est plutôt c'est des troubles qui vont nous affecter au quotidien de manière plus ou moins visible. Mais vu qu'ils sont invisibles, on n'en a pas forcément conscience. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas de notre faute. Et parfois, on peut penser que c'est de notre faute ou que c'est à cause d'un manque d'effort, mais ça vient du cerveau. Mais on peut mieux les vivre juste en s'acceptant nous-mêmes et en se mettant pas dans des cases. C'est-à-dire que parfois, oui, il faut sortir de sa zone de confort, et c'est pas forcément facile, mais il faut aussi être bienveillant envers soi-même. Par exemple, moi, j'ai vraiment du mal avec les soirées ou les événements networking, mais j'y vais quand j'ai un objectif précis, et ça se passe bien. Mais si j'ai pas d'objectif précis, je me perds et je parais bizarre, quoi. Et là, on me l'a dit plusieurs fois. Et c'est comme, par exemple, parfois, je peux avoir plein d'idées. Ça, c'est le TDAH. Et parfois, je peux en avoir beaucoup moins. Ou parfois, je peux oublier mes clés 5 fois par semaine. Mais ça n'empêche pas de faire tout ce qu'on veut faire. Il faut juste en avoir conscience. C'est pour ça que j'ai toujours 2 paires de clés dans ma poche. Quel conseil tu donnes aux parents qui diagnostiqueraient de manière un peu tôt un enfant? C'est quoi les bonnes pratiques pour toi et peut-être des conseils de manière générale à ceux qui n'auraient pas encore fait le chemin que tu as fait? Je dirais que le premier conseil, c'est de dédramatiser. C'est-à-dire que quand on est un parent avec un enfant qui a un handicap, on peut paniquer ou surréagir. C'est normal, mais aussi quand on a un enfant en face, c'est une éponge. Donc ça va vraiment l'affecter. Et plus
plus tôt on peut diagnostiquer et plus tôt on peut permettre à la personne d'être mieux dans sa peau et que le handicap ait un minimum de contraintes. Par exemple, pour les enfants qui bégayent, si on prend en charge entre 3 à 6 ans, on a 80% de chances que le bégaiement soit plus ou très peu présent. Plus on accompagne tôt, plus on donne des bonnes pratiques, plus on peut permettre du bien-être. Parce que le but, c'est pas forcément d'être normal, donc de ne pas avoir un handicap, c'est d'avoir le bien-être. Je te remercie Mouna pour ce temps ensemble. Merci Anthony. Et merci d'avoir joué avec moi à Prends ta place.